Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une histoire absolument fascinante, celle de la mesure du temps. Et ce n'est pas juste une question d'horloge, loin de là. C'est une véritable épopée qui mêle astronomie, ingéniosité humaine et une révolution sociale qui a littéralement façonné le monde dans lequel on vit. Alors, pour commencer, une question toute simple, en apparence, mais qui cache en réalité une histoire millénaire. Pourquoi est-ce que nos heures ont 60 minutes et pas 100? C'est vrai, ça. On a le système métrique pour presque tout, alors pourquoi pas pour le temps? Eh bien, pour trouver la réponse, il faut remonter très très loin en arrière, aux toutes premières civilisations. Donc bien avant la moindre horloge, avant même l'idée d'une horloge, où est-ce qu'on pouvait bien regarder pour comprendre le temps? Eh bien tout simplement, vers le ciel. Le cosmos, c'était la toute première grande horloge de l'humanité. C'est là-haut qu'on a trouvé les premiers repères pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce flux incessant. Et il faut bien s'imaginer que ces cycles naturels, c'étaient les vrais métronomes de la vie. Le Soleil, par exemple, dictait les journées de travail. La Lune, avec ses phases, organisait les rituels, et puis bien sûr les mois. Et les saisons? Eh bien, les saisons, c'était une question de survie, tout simplement, pour l'agriculture. À cette époque, le temps n'était pas du tout perçu comme une ligne droite. Non, c'était plutôt une grande boucle qui se répétait encore et encore. Et d'ailleurs, un héritage direct de tout ça, c'est notre semaine de 7 jours. Ça vient de là. C'est une invention qu'on doit au peuple de Mésopotamie, notamment les Babyloniens. Ils ont simplement observé le ciel et remarqué que la Lune avait 4 phases bien distinctes et que chaque phase durait à peu près 7 jours. Alors hop, ils ont adopté ce cycle. C'est fou de se dire qu'une tradition aussi simple a pu traverser les millénaires, survivre à des empires entiers pour organiser encore aujourd'hui nos semaines. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais très vite, un gros problème est apparu. Comment on fait pour que les cycles de la Lune, qui sont assez courts, correspondent avec le grand cycle des saisons, qui lui est dicté par le Soleil? C'est là qu'est né un véritable casse-tête, un puzzle calendrier qui a donné du fil à retordre à l'humanité pendant des siècles et des siècles. Alors une des premières grosses tentatives pour régler ça, c'est celle de Jules César. Bon, pas lui tout seul, il a été aidé par un astronome. L'idée était plutôt brillante pour l'époque. On ajoute un jour tous les 4 ans. Simple, efficace. Problème, le calcul n'était pas parfait. Il y avait une petite erreur de 11 minutes chaque année. Ça n'a l'air de rien, mais multipliez ça par des centaines d'années, et là le calendrier commence à dérailler. Les saisons se décalent, et l'équinoxe de printemps, super important pour calculer la date de Pâques, se mettait à glisser. Et c'est là qu'arrive la réforme grégorienne, avec une correction mathématique super élégante. La règle de base reste la même, une année bissextile tous les 4 ans. Mais on ajoute une exception. Pour les années qui terminent un siècle, comme 1900, elles ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont aussi divisibles par 400. C'est pour ça que l'an 2000 était bissextile. C'est une petite règle toute bête, mais c'est un coup de génie qui a permis de recalibrer notre calendrier avec une précision incroyable. Mais pour rattraper tout le retard accumulé, il fallait une mesure radicale. Le pape Grégoire XIII a pris une décision folle. Il a décrété qu'en 1582, on passerait directement du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. Pouf, 10 jours, comme ça, supprimés du calendrier. On imagine un peu la confusion des gens qui se sont couchés le 4 au soir pour se réveiller le 15 au matin. Ok, on a réglé le problème du calendrier. Maintenant, changeons d'échelle. Zoomons sur la journée. D'où ça sort cette idée de 24 heures et pourquoi 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute? Et oui, pour ça aussi, il faut retourner faire un tour dans l'Antiquité. Cette fois, direction l'Égypte ancienne. Les Égyptiens, pour se repérer dans la nuit, utilisaient des groupes d'étoiles. Ils ont remarqué que pendant les nuits les plus courtes, celles d'été, ils en voyaient se lever 12. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va diviser la nuit en 12 parties. Et puis, par symétrie, ils ont fait pareil pour le jour. 12 plus 12 égale 24. Voilà l'origine de notre journée de 24 heures. Le détail amusant, c'est qu'à l'époque, une heure de jour en été était beaucoup plus longue qu'une heure de jour en hiver. D'accord, on a nous 24 heures. Mais le coup des 60 minutes et 60 secondes, ça vient d'où? Pour ça, retour en Mésopotamie, où ils avaient une méthode de comptage absolument géniale. Avec le pouce, on peut compter les 12 phalanges des 4 autres doigts d'une main. Ensuite, sur l'autre main, on lève un doigt chaque fois qu'on a fait un groupe de 12. 5 doigts fois 12 phalanges, ça fait 60. On peut compter jusqu'à 60 sur ses deux mains. Ce système en base 60 était hyper pratique parce que 60 se divise par plein de chiffres, idéal pour le commerce ou l'astronomie. Et là, on arrive à un moment absolument clé de notre histoire. C'est un point qui a été superbement analysé par l'historien Gerhard Dorn van Rossum. Il explique que l'invention de l'horloge mécanique, ce n'est pas juste un progrès technique. Non, c'est une véritable révolution qui a complètement bouleversé notre rapport au temps. Cette phrase, elle est parfaite pour comprendre le basculement. Avant, le temps, c'était quelque chose qu'on suivait. On vivait au rythme du soleil, des saisons. C'était un temps organique, concret. Mais avec l'horloge mécanique, tout change. Le temps devient une grille abstraite, mathématique, qu'on impose au monde, et non plus l'inverse.
Cette transition ne s'est pas faite en un jour. On est passé des cadrans solaires aux premières horloges mécaniques. Au début, elles n'étaient pas très fiables, mais elles étaient publiques et sonnaient les heures, créant un premier rythme commun à toute une ville. Et puis au XVIIe siècle, il y a eu un bond de géant avec l'invention de l'horloge à pendule. Là, la précision a explosé. Et voilà le concept central. L'horloge mécanique n'a pas juste mesuré le temps. D'une certaine manière, elle l'a inventé. Elle a donné naissance à ce qu'on appelle l'heure abstraite, c'est-à-dire une heure qui est toujours la même. Une heure en plein hiver dure maintenant exactement le même temps qu'une heure en plein été. Le temps est devenu un concept mathématique, uniforme, universel. Et l'impact social de ça, il est colossal. Comment est-ce qu'on peut faire tourner des usines avec des équipes qui se relaient? Comment faire circuler des trains avec des horaires précis? C'est impossible sans un temps commun et fiable. L'horloge, c'est la structure invisible sur laquelle toute notre société moderne s'est construite. En disciplinant le temps, elle a aussi, d'une certaine manière, discipliné les gens. C'est bien sûr, cette nouvelle société synchronisée est vite devenue accro à la précision. Elle en voulait toujours plus. On est alors entré dans une sorte de course folle, une quête quasi obsessionnelle pour la définition parfaite du temps. Et ce n'était pas un caprice. Pour un marin en pleine mer qui doit calculer sa longitude, ou pour un chef de gare qui doit éviter que deux trains ne se percutent, une erreur de quelques secondes, ça peut être une catastrophe. Le vieux temps, basé sur la rotation de la Terre, ne suffisait tout simplement plus. La première étape pour standardiser tout ça a été purement mathématique. On a pris une journée solaire moyenne et on l'a découpée, divisée par 24, puis par 60, puis encore par 60. La seconde est donc devenue, officiellement, la 86 400e partie de la rotation de la Terre. C'était une première définition scientifique. Sauf que la Terre n'est pas une horloge parfaite. Sa rotation ralentit. Alors, au XXe siècle, la science a trouvé un métronome beaucoup plus fiable, l'atome. Depuis 1967, la seconde est définie par ce chiffre qui donne le vertige, près de 9,2 milliards d'oscillations d'un atome de césium. On est passé d'un temps basé sur notre planète à un temps basé sur une constante fondamentale de l'univers. Et ça nous amène à une bizarrerie assez géniale. Nos horloges atomiques sont devenues tellement parfaites qu'un décalage se crée avec la rotation imparfaite de la Terre. Du coup, de temps en temps, les gardiens du temps mondial sont obligés d'ajouter une seconde intercalaire. C'est incroyable, non ? Nos horloges ultra précises doivent faire une petite pause pour laisser le temps à notre bonne vieille planète de rattraper son retard. Finalement, du simple lever de soleil jusqu'à l'atome, ce voyage pour maîtriser le temps a complètement redéfini nos sociétés. Chaque gain en précision a ouvert des portes qu'on n'imaginait même pas. Et ça nous laisse avec une dernière question un peu vertigineuse. Après l'atome, quelle sera la prochaine étape ? La réponse est peut-être déjà en train de naître dans un laboratoire quelque part, prête, encore une fois, à tout changer.